Voilà, nous sommes sur Radio Classique et LCI. Éric Ciotti, bonjour. Vous êtes député Bonjour. des Alpes-Maritimes, vous êtes président du Conseil général et on va parler des Roms, de Sarkozy, de la sécurité et des rythmes scolaires, bref, de tous les sujets d'actualité. D'abord, est-ce que vous croyez au recadrage qui va intervenir ce matin au Conseil des ministres? Non. Comme d'habitude, le président de la République va rester dans cette inertie Ça, qui vous le en savez rien, vous n'y êtes caractérise. pas. Il ne peut pas choisir, il ne veut pas choisir. C'est vrai que la situation est difficile parce que la réalité de cette situation devrait le conduire à faire démissionner un des deux belligérants, soit Madame Duflot, soit Monsieur Valls, en choisissant une ligne qui est celle du gouvernement. Vous savez parfaitement qu'il ne le fera pas. Il a été fort avec les faibles, en virant Madame Bateau, mais là, je fais le pari, on verra bien tout à l'heure, qu'il sera faible avec les forts. Il ne touchera pas à Manuel Valls parce qu'il est populaire, et il ne touchera pas à Madame Duflot parce Il existe un qu'elle accord politique. elle est otage de ce parti d'extrême gauche que constituent aujourd'hui les Verts. Mais cette situation, elle est quand même ubuesque et assez inédite dans la Ve République. Une ministre qui traite un de ses collègues, qui dit qu'il n'est plus dans le cadre républicain, c'est quand même fort et très grave. Lequel ministre lui répond que c'est insupportable. Oui, mais enfin, ils ont commencé hier. Vous étiez peut-être à l'Assemblée. Oui, j'y étais, bien sûr. Voilà, vous avez entendu Jean-Marc Ayrault. Oui, mais tout est dans le non-dit. On voit bien Alors, que... il y a eu recadrage ou pas hier? Il y a eu petit recadrage, mais ça s'adresse à qui? C'est trop subtil pour que les Français comprennent. Aujourd'hui, ce qui est clair, si je peux m'exprimer ainsi, parce que c'est pas du tout clair justement, c'est qu'il n'y a pas de ligne gouvernementale. On est dans le flou, on est dans l'ambiguïté. Finalement, c'est la marque de fabrique de Hollande. C'est l'homme de la synthèse. Son seul bilan, avant d'accéder à l'Élysée, c'était d'avoir organisé pendant 10 ans la synthèse au Parti socialiste. Madame Aubry, rappelez-vous, lui avait reproché pendant la campagne en disant... Il est président depuis un an, il a été élu, c'est terminé cette période-là. C'est qu'il y a un loup. Oui. Aujourd'hui, non, on est toujours dans cette forme de... Il ne décide pas. Les Français le mesurent, c'est pour ça qu'il est aussi impopulaire aujourd'hui. Quelles que soient les difficultés économiques, les Français ressentent l'absence d'autorité du chef de l'État. Mais ça a toujours existé, c'est grave. Éric Ciotti, vous n'êtes pas un enfant de la dernière. Enfin, souvenez-vous par exemple souvenez-vous par exemple Kouchner-Ramayad sur les droits de l'homme, ça a été quand même par moments, et y compris d'ailleurs Ramayad par rapport au président de la République, c'était Nicolas Sarkozy. Oui, ça. Elle est sortie après, mais enfin, ça à l'époque, elle est existait dans restée. des gouvernements, mais cette force, convenez-en, dire qu'un ministre n'est pas dans le pacte républicain, ça veut dire qu'elle le situe très clairement dans les extrêmes, c'est quand même assez inédit. Alors, on a pas mal de sujets, justement, les Roms, sur le fond, et après on va parler de sécurité aussi sur le fond, parce qu'il y a la bataille autour des chiffres. D'abord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord fondamentalement avec Manuel Valls sur la situation des Roms? Je peux partager son constat, je peux comprendre ses mots, mais je récuse et je conteste son action. Parce qu'on est là aussi dans une forme d'hypocrisie totale. Qu'est-ce que vous contestez exactement? Manuel Valls, dans cette affaire, a été un peu le pompier pyromane. La circulaire, cette fameuse circulaire que signent à la fois Manuel Valls et Madame Duflot d'ailleurs, du 28 août 2012, c'est cette circulaire qui crée le problème, qui l'amplifie du moins, qui l'amplifie pour être dans la réalité. Qu'est-ce qu'elle dit, cette circulaire? Que les Roms pourront avoir plus facilement accès au travail et que pour expulser les camps, il faudra que préalablement, les Roms bénéficient d'un logement. Ça veut dire qu'on a... C'est la volonté d'intégration qui a été définie par le Premier ministre hier soir à l'Assemblée. Mais ce qui s'est passé, il n'y a pas eu intégration, mais il y a eu appel d'air. On a lancé un message dans les pays d'origine, en Roumanie, en Bulgarie, en Hongrie, en disant « vous pouvez venir en France parce que désormais, il n'y aura plus d'expulsion ». La réalité, elle est là. Donc aujourd'hui, je l'ai dit d'ailleurs à Manuel Valls, dimanche dernier, j'étais opposé à lui, dans un débat, il y a plus de camps aujourd'hui qu'en 2012, 400 camps qui sont indignes de la situation. Vous souhaiteriez quoi? Qu'ils soient tous expulsés? Je souhaite. Comme vous êtes le monsieur sécurité de l'UMP, alors soyons concrets. Je reprends la phrase du Premier ministre roumain qui a été reprise également par Manuel Valls, Victor Ponta. Les Roms ont vocation à être en Roumanie. Il faut démanteler les camps, tous les camps, et il faut que les Roms qui n'ont ni travail ni logement dans notre pays soient reconduits à la frontière selon des procédures qui existent dans notre droit, avec il y a un peu moins de 20 000 personnes, une obligation de quitter le territoire français. En 20 000 personnes, 4 500 enfants, ça veut dire qu'une partie d'entre eux, on va organiser des charters vers la Roumanie. Mais est-ce que la situation aujourd'hui de ces personnes dans des camps, vous savez que dans ces camps, on estime qu'il y a 20 000 personnes dans ces camps en France,
aux abords des villes. Il y a 3000 personnes qui n'ont pas d'eau potable. Les 2/3 n'ont pas de réseau d'assainissement ou de collecte des ordures ménagères. Est-ce qu'au XXIe siècle, en France, peut tolérer ces situations qui sont indignes pour ces personnes et qui sont indignes de notre pays? Je vous entends, mais est-ce que juste, vous dites que c'est une situation indigne et le résultat, c'est mettons-les à la porte? La situation, vous savez très bien que la situation... Il se trouve que moi, je connais la Roumanie. C'est pire. Mettons la pression sur les pays d'origine, et notamment la Roumanie, pour qu'ils assument totalement leurs responsabilités. Le problème doit être réglé par l'Union européenne et il doit être réglé dans les pays à la source. Mais vous allez les régler comment, les problèmes? Ces pays ont bénéficié de 13 milliards d'euros au cours des dernières années pour favoriser l'intégration de ces populations qui, vous avez raison, sont très maltraitées dans leur pays. Il faut, en contrepartie de l'adhésion de ces pays à l'Union européenne, on a admis ces pays dans l'Union européenne. C'était peut-être une erreur d'ailleurs. Ils n'étaient peut-être pas suffisamment prêts et on peut en reparler pour l'adhésion à Schengen dans quelques mois. Vous êtes contre? J'y suis opposé et j'ai d'ailleurs déposé une résolution à l'Assemblée nationale hier pour demander que la France mette son veto à l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans Schengen. Mais il faut que l'Union européenne mette aujourd'hui une pression forte, considérable, sur ces pays pour qu'ils assument leurs responsabilités. Soyez franc, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'en Roumanie, et c'est pas c'est pas une sorte de poujadisme international, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'une partie des crédits européens ont disparu dans une corruption locale? Il y a une corruption qui est très forte, c'est clair. Ce qui serait l'explication justement de la situation qu'on connaît aujourd'hui. Ça pose aussi la question de la naïveté de l'Union européenne qui a admis ces pays sans garantie. C'est pour ça que leur entrée dans Schengen serait extrêmement grave, parce que qu'est-ce que cela signifierait? Qu'ils protégeraient, ils auraient la responsabilité des frontières externes de l'Union européenne. Et là, on serait en grave danger par rapport aux flux migratoires, parce qu'on sait bien qu'en matière de justice, en matière de contrôle migratoire, ces pays ne sont pas armés. Vous avez raison, il y a de la corruption, il y a des faiblesses structurelles. Reconnaissons quand même ce problème des Roms, il n'est pas né avec Valls et Duflot, il existe depuis des années en France et il n'est pas réglé. Vous avez raison. Il n'a pas été réglé par vous, il n'est pas réglé par les autres et ça continue. Si ce n'est que du temps de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, le nombre de camps a été divisé par 2. Après le fameux discours de Grenoble, et je le dis avec quelque amusement, lorsqu'on avait entendu les cris d'orfraie qui s'étaient élevés contre le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy, les mêmes aujourd'hui, après ce qu'a dit Manuel Valls, et qui ressemble à quelque chose près à ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy, sont étrangement discrets, voire muets. Si vous aviez à choisir, qui devrait démissionner dans une hypothèse qui n'aura pas lieu, mais sur le plan de ce que vous souhaiteriez? C'est pas à moi d'arbitrer, naturellement. Je ne fais pas partie de cette majorité. Donc une partie de votre argumentation ne tient pas debout. Vous mettez le point sur une sorte de dysfonctionnement, mais vous savez parfaitement que le résultat, c'est qu'ils resteront au gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, et d'ailleurs, si j'en crois les sondages, est largement approuvé par les Français, a tenu un discours d'évidence en disant que les Roms, aujourd'hui, il était peut-être un peu osé en disant qu'ils ne voulaient pas. Moi, je dirais qu'ils ne peuvent pas s'intégrer dans leur situation aujourd'hui. Dire ça, c'est une évidence. Alors, donc, je ne mets pas les deux sur le même plan. Plusieurs sujets avec réponse rapide. Vous êtes toujours pour François Fillon ou un déjeuner avec Nicolas Sarkozy qui a tapé sur François Fillon vous a convaincu qu'il fallait peut-être redevenir sarkozyste? Vous êtes où, Éric Ciotti, ce matin? Je suis très clairement engagé derrière François Fillon, sans aucune réserve, avec beaucoup de détermination et beaucoup d'enthousiasme. Et ça vous a pas empêché de digérer le homard de la petite maison quand vous avez déjeuné avec Nicolas Sarkozy? Parce qu'il n'a pas arrêté de taper sur les propositions de François Fillon. Je ne vous dirai pas ce qu'il a dit au cours de ce déjeuner, qui était un déjeuner privé, qui était un déjeuner amical, et j'ai eu plaisir, comme les 13 autres parlementaires des Alpes-Maritimes qui étaient présents, à partager cet instant. Je crois que ça n'a rien à voir avec mon engagement derrière François Fillon. Cet engagement, il est total. J'ai suivi François Fillon pendant la campagne de l'UMP. C'est un homme d'État. Je l'ai vu pendant 5 ans aux commandes du gouvernement exprimer beaucoup d'autorité, beaucoup de vérité. Mais ce qui me plaît dans François Fillon, c'est quelqu'un qui exprime une vérité. Et en politique, ça fait du bien. Mais avouez que si la bataille Fillon-Sarkozy a fait beaucoup plus de ravages pour l'opposition aujourd'hui que la bataille Valls-Duflot pour la majorité. Écoutez, on n'en est pas là. Il est déterminé, Fillon. On est d'accord. Il va aller jusqu'au bout. Il va aller jusqu'au bout. Il est totalement déterminé. Alors que les sarkozystes avec qui vous avez déjeuné sont contre les primaires et finalement contre ses propositions. Je crois qu'on n'en est pas là. On fait dire beaucoup de choses à Nicolas Sarkozy. On fait de la politique fiction, les commentaires
commentent, les commentateurs commentent, pardon, c'est leur rôle, c'est normal. Il y a beaucoup de spéculations sur ce que va dire, ce que va faire Nicolas Sarkozy. Personnellement, je n'en sais rien, et à l'issue de ce déjeuner, la seule confidence que je peux vous faire, c'est que je ne me suis pas forgé une conviction pour savoir si oui, il allait revenir ou non, s'il n'allait pas revenir. J'en sais rien, très sincèrement. Donc moi, aujourd'hui, je me suis engagé il y a maintenant... Mais cette opposition n'est pas dévastatrice. On a une garantie que, quels que soient les débats au sein de l'UMP ou de l'opposition, nous choisirons le meilleur. Cette garantie, ce sont les primaires. C'est une vraie... Il n'en veut pas, Nicolas Sarkozy. Il faudra que tout le monde... Ses proches disent qu'il n'en veut pas, je pour être plus clair. Pas tous. En plus, je ne vois pas, s'il veut s'engager, je ne vois pas le risque que présente pour lui une primaire, bien au contraire. Donc la primaire, c'est la garantie qu'on choisisse le meilleur, le plus efficace face aux socialistes, et en même temps qu'il y ait une union totale derrière celui qui aura été choisi. J'ai 2-3 petites questions très très rapides. Parmi les propositions de Manuel Valls, qui est intervenu devant les forces de sécurité, il y a celle que localement, ça vous concerne, il puisse y avoir un accord avec les polices privées, puisque c'est très compliqué aujourd'hui, les outils statistiques. Est-ce que ça vous paraît une bonne piste ? Il faut mobiliser le secteur privé de la sécurité. En tant que rapporteur de la loi d'orientation en 2011, j'avais mis des propositions analogues. Il y a 230 000 agents de sécurité privés. Il faut structurer en tout cas ces agents. C'est pas une piste idiote. Leur mettre des règles. C'est une piste qui peut être explorée, mais jamais les agents privés ne pourront se substituer aux forces de police. Mais il y a des questions de gardiennage, par exemple, qui peuvent... Dernier point qui est important, les rythmes scolaires. C'est devenu une des batailles de l'UMP, mais c'est vous qui êtes revenu à la semaine de 4 jours. Ça a fait d'ailleurs hurler Luc Ferry la semaine dernière sur notre antenne, ici même, attaquant l'UMP sur ce thème. Donc pourquoi vous vous attaquez à cette affaire ? Parce que c'est un fiasco... Il faut répondre brièvement, parce que c'est notre dernier point. C'est un fiasco total, coûteux, inefficace pour les enfants et qui déstructure leur semaine. Tous les psychologues scolaires disent le contraire. Je regardais ce qui se passait à Quimper depuis la rentrée scolaire, mairie socialiste, les parents étaient révoltés, les enseignants étaient révoltés. On met les enfants toute une journée avec une occupation qui est totalement inutile. Mais c'est un problème de moyens, c'est pas un problème pour les enfants. Pendant 2 heures l'après-midi. Donc en tout cas, cette réforme, elle n'est pas préparée, elle n'est pas financée. C'est un gadget idéologique qui est dangereux et il faut que le gouvernement revienne sur cette réforme. C'est le sens de la demande formulée aujourd'hui par l'UMP. Un gadget idéologique, c'est une suggestion de la plupart des psychologues scolaires. Il y a même des travaux très importants et sophistiqués. Il y a des controverses. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on va faire travailler les enfants 5 jours et qu'on va les faire travailler plus longtemps, donc ils vont être plus fatigués. C'est ce que disaient les psychologues. Donc, je crois que l'objectif, à la sortie, va être très exactement l'inverse que celui qui est recherché. Éric Ciotti, qu'est-ce qu'il y avait au dessert, à la petite maison, pour le dessert ? C'est plus joli comme formule. Du tiramisu. Du tiramisu, merci beaucoup. Éric Ciotti était notre invité sur l'antenne de LCI et de Radio Classique.